La délégation sénatoriale aux Outre-mer auditionne cet après-midi M. Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de Guyane, dans le cadre de la préparation de son rapport sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer. Je vous rappelle que nous avons déjà entendu les exécutifs de Saint-Barthélemy, La Réunion, Wallis et Futuna, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française. Nous auditionnerons jeudi prochain le président du conseil départemental de Mayotte. Les élus de Guyane se sont réunis en congrès le 26 mars 2022 et ont exprimé leur souhait d'une inscription du territoire dans la Constitution en tant que collectivité territoriale autonome à statut particulier, prolongeant ainsi la demande de collectivité sui generis portée par vos prédécesseurs. Nous sommes donc intéressés par le bilan que vous dressez de l'organisation institutionnelle actuelle de la Guyane et par la présentation de vos propositions d'évolution ou d'adaptation. Je vais vous donner la parole, Monsieur le Président, pour un exposé liminaire sur la base du questionnaire qui vous a été adressé au préalable pour préparer cette audition. Je vous interrogerai ensuite, ainsi que mes collègues. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je vous ai entendu, Madame la Présidente, je suis prêt. Je peux y aller? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Je voudrais vous dire que je suis accompagné ce matin de M. Roger Aron, qui est assis à ma gauche, qui est vice-président et qui a la charge du travail que nous menons sur l'évolution du cadre statutaire de la Guyane. À ma droite, Madame Samantha Seria, qui est aussi vice-présidente, qui est la chef de notre groupe majoritaire, et ainsi que Madame Isabelle Verdet, que vous ne voyez pas très bien à l'image parce qu'elle est un petit peu décalée, qui est chargée de la réussite scolaire, de la réussite éducative. Et puis sur mon extrême gauche, qui n'est pas visible aussi à l'écran, Maître Olivier Taoumi, qui est mon conseiller spécial pour tout ce qui tourne autour du juridique et qui nous accompagne aussi sur cette problématique de l'évolution statutaire. Mon directeur de cabinet, il est assis juste derrière moi, dans le fond là-bas, Monsieur Jean-Bernard Nival, que certainement vous avez connu au ministère des Outre-mer il y a quelques années de cela. Madame la vice-présidente, je vous remercie pour le temps que vous allez nous consacrer à tenter de comprendre comment le processus a été engagé en Guyane et comment nous avons l'intention de le faire évoluer. Simplement, je souhaiterais vous dire ma circonspection sur la nature même de l'exercice et quant à ses objectifs. Et je le dis sans mettre en cause, bien évidemment, les personnes qui en sont à l'origine, puisque j'étais moi-même parlementaire pendant 9 ans et je sais à quel point je me suis débattu pour pouvoir faire entendre une voix très singulière de nos territoires et en particulier une voix très singulière de la Guyane. Mais nous avons l'intime conviction que cela fait trop longtemps que nous réfléchissons aux modalités sur lesquelles nous pourrions faire évoluer les cadres statutaires de nos territoires respectifs, même si tous les territoires ne sont pas alignés sur la même ligne de départ avec les mêmes objectifs. En Guyane, ça fait plus de 64 ans de revendications et on a souvent le sentiment que nos voix ne sont guère entendues. Alors, j'ai tenté en 2018, lorsque le président de la République avait engagé cette révision de la Constitution, de faire entendre une voix différente concernant la Guyane notamment. Je demandais déjà que la Guyane fasse l'objet d'une inscription au sein de la Constitution suivant un article qui serait spécialement dédié, suivant le cadre sui generis, qui prendrait en considération ce que sont les vérités objectives de ce territoire. Il se trouve que l'affaire Benalla est passée par là et qui nous a empêchés d'aller jusqu'au bout du processus qui avait été engagé, et c'est pour cette raison essentiellement que tout ce que nous avions en tête à l'époque n'a pas pu aboutir. Je voudrais, une fois exposé cette mini-introduction, rappeler quelque chose qui pour moi est fondamental et qui risquerait d'être une grosse peau de banane sous nos pieds si nous ne prenons pas le temps d'en parler, nous qui sommes originaires des territoires d'outre-mer et qui militons pour une évolution de nos institutions. Il s'agit du préambule même de la Constitution. Je tâcherai de le dire assez rapidement parce que je comprends que ce n'est pas l'essentiel de l'échange que nous aurons aujourd'hui, mais il est important pour moi de rappeler que ce préambule, qui est le siège
des droits et des libertés qui sont constitutionnellement garantis, constitue selon moi un véritable hiatus constitutionnel et démocratique. Je l'appelle ici, en disant que les termes ne sont pas trop forts, dans la mesure où on s'en aligne à deux, ce préambule dispose qu'en vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Ce que j'avais expliqué à l'époque, c'était que ce préambule de la Constitution avait été rédigé avant la phase de décolonisation qu'ont connu les pays, notamment d'Afrique et notamment d'Afrique subsaharienne. Il se trouve que cette rédaction était antérieure aux années 60 et que même après que la France ait opéré aux décolonisations, cette rédaction est toujours restée dans le préambule de la Constitution de 1958 et qui offre une vision assez erronée, pour ne pas dire foncièrement erronée, de ce que sont nos territoires, parce que cet alinéa parle des territoires d'outre-mer. Donc les territoires d'outre-mer, quels sont-ils aujourd'hui? C'est la Martinique, c'est la Guyane, c'est la Guadeloupe, la Réunion. C'est tous ces territoires qui sont parfaitement ancrés dans la Constitution, puisqu'ils sont cités dans la Constitution. Et quand on regarde cette rédaction qui est toujours d'actualité, elle laisserait à penser que nous serions toujours des colonies, que nous serions toujours des territoires qui n'auraient pas encore intégré la République, puisque l'alinéa dit bien que la République offre à ces territoires la possibilité d'adhérer au principe de liberté, d'égalité et de fraternité en vue de les accompagner vers leur évolution démocratique. La démocratie dans les Outre-mer, c'est la même démocratie, sauf si je ne m'abuse, que celle que l'on retrouve en France hexagonale. Nous avons des élections présidentielles, législatives, des élections communales, des élections sénatoriales qui se déroulent au même moment dans tous les territoires d'outre-mer et en France hexagonale, sauf lorsqu'il y a un décalage entre le samedi et le dimanche pour des raisons pratico-pratiques que tout le monde connaît. Mais fondamentalement, je pense que au départ, il y a quelque chose qui ne nous convient pas du tout dans ce préambule et je pense qu'il va falloir que l'on prenne le temps d'expliquer à notre gouvernement que de deux choses l'une, ou bien il considère ces territoires comme faisant partie intégrante de la République parce que cela fait très longtemps qu'on y a adhéré, ou alors il faudrait considérer que nous sommes en dehors de la République et je pense que au départ, cela devrait nous inciter à nous poser de façon différente les questions concernant la façon dont on va faire évoluer nos institutions. Donc voilà ce que je voulais vous dire comme propos liminaire avant d'aborder les différentes questions que vous nous avez posées. Justement, alors concernant ce questionnaire, Madame la vice-présidente, je ne sais pas comment vous avez procédé avec les autres personnes qui ont été auditionnées avant moi. Ce que je souhaiterais suggérer, c'est que nous prenions un temps pour pouvoir, avec les collègues qui m'accompagnent, avoir un débat qui ne porterait pas nécessairement sur les questions telles qu'elles figurent dans le questionnaire et qu'on s'accorde la possibilité de vous faire des réponses par écrit. Parce que le travail que j'ai sous les yeux, c'est une réponse qui a été construite à plusieurs fois. Et je me dis qu'on aurait pu, par exemple, vous les faire parvenir par écrit, avec la précision nécessaire à la fois dans la construction de la réponse, mais dans la construction sémantique également, parce qu'il est important que les choses soient bien comprises par une sémantique et par un vocabulaire qui soit adapté, qui soit approprié, et que j'aurais de préférence voulu réserver ce temps d'échange, parce qu'on m'a dit que nous disposons d'une petite demi-heure seulement, réserver ce temps d'échange à, je vais dire, une discussion qui serait plus à bâton rompu par rapport à nos actualités, par rapport au congrès de Guyane, par rapport à l'appel de Fort-de-France, par rapport aux différents contacts que nous avons eus très récemment avec le président de la République, notamment lors du 7 septembre, par rapport à tout ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu annoncer comme état d'esprit nouveau nous permettant de pouvoir sereinement envisager de travailler à la rédaction de ce nouveau statut, à la co-construction
de cet engagement entre la Guyane et le gouvernement et qui devrait, dans un laps de temps très court, nous permettre d'arriver aux résultats escomptés. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette proposition? Simplement justement parce que nous considérons que le temps qui nous est compté aujourd'hui est un temps qui est vraiment très court. Le président de la République a clairement dit dès le départ que la question de l'évolution statutaire n'était pas une question taboue. Il nous a aussi dit que nous étions arrivés au bout de cycle et que par ailleurs, il nous faudrait penser à changer de logiciel. Parce que le logiciel que nous utilisons actuellement est suranné, il est devenu caduc et il n'arrive plus à nous permettre de répondre à nos véritables interrogations. Il avait aussi dit qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller vers une certaine radicalité pour faire la démonstration à nos concitoyens que nous étions dans une bonne dynamique pour faire évoluer nos cadres institutionnels et faire évoluer la nature même des politiques publiques qui sont mises en place sur nos différents territoires. Je pense que ces discussions que nous avons eues avec le président de la République, au-delà même des réponses que je pourrais apporter de manière très précise par rapport au questionnaire qui nous a été adressé, sont, selon moi et selon les personnes qui m'accompagnent, les fondamentaux très importants à partir desquels on va devoir construire le nouveau paradigme sur lequel la Guyane et les autres territoires des Outre-mer vont pouvoir s'appuyer pour faire entendre une voix qui soit différente de celle qu'on a pu produire jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que si la délégation sénatoriale aux Outre-mer avait un travail de fond à produire, ça serait justement de pouvoir prendre au mot les différents membres du gouvernement, le président de la République tout d'abord, qui par rapport à l'article 5 de la Constitution est garant des institutions, est garant de l'intégrité du territoire, est garant du respect des conventions et des normes qui sont passées. Et nous disons que la parole qui a été prononcée par le président de la République, qui est une parole forte en soi, doit pouvoir être une espèce de guide, une espèce de fil conducteur qui va permettre à notre territoire de pouvoir s'engager résolument sur la base des fondamentaux que nous avons édictés dernièrement. Alors, je le dis encore une fois sur la question du temps. Le président nous a expliqué qu'il aurait été opportun que la Guyane puisse travailler très rapidement en vue de bénéficier de la fenêtre de tir, même si le ministre délégué Karenko nous avait dit qu'il n'aime pas cette expression fenêtre de tir parce qu'elle a une connotation trop guerrière. Mais moi, j'avais répondu que nous sommes dans un pays où on lance des fusées et que l'expression fenêtre de tir nous est très coutumière. Et il nous avait suggéré fortement d'établir un calendrier de travail qui nous permettrait d'arriver avec un document fini, avec une loi organique qui soit plus ou moins rédigée, avec une consultation de la population qui aurait déjà pu être faite sur la base d'une date butoir fin 2023, début de l'année 2024, pour pouvoir nous associer à ce travail qui serait fait concernant la révision constitutionnelle sur le cadre de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée, c'est d'associer la Guyane pour qu'elle puisse emprunter ce train, ce wagon qui va nous conduire à cet objectif. Et donc cela veut dire en clair qu'en faisant un rétro-planning, on va se retrouver dans une dynamique extrêmement contrainte. Alors cette dynamique devrait comporter un certain nombre de séances de travail entre le gouvernement et le comité de pilotage qui porte la question de l'évolution statutaire en Guyane avec le congrès des élus de Guyane qui devrait faire ce travail de co-construction sur un certain nombre de thématiques qui passerait naturellement en revue une partie des questions qui figurent à l'intérieur du questionnaire que vous nous avez envoyé. Donc c'est dire que nous ne sommes pas au début à proprement parler d'un processus, puisqu'il est déjà largement engagé, mais nous avons effectivement conscience qu'il nous reste un très très long chemin à parcourir pour pouvoir arriver au résultat final. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire. Je suis désolé si je suis vraiment très long sur cette partie parce que je considère qu'il est important pour nous que de poser le cadre et puis que l'on soit sûr qu'on va pouvoir avancer ensemble en fonction des objectifs que nous serions co-fixés dès le départ. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, avant de poursuivre l'échange, j'aimerais aussi saluer le président Stéphane Artano qui nous suit, qui ne peut malheureusement pas intervenir, mais qui est à nos côtés et qui est très attentif à cette audition. J'aurais aimé aussi vous rassurer sur le fait que le Sénat
c'est la représentation justement des collectivités et que le travail que nous sommes en train de poursuivre actuellement, c'est un travail qui avait débuté par mon prédécesseur Michel Magras sur la différenciation territoriale et qui avait abouti à un rapport différenciation territoriale outre-mer, quel cadre pour le sur-mesure. Déjà très tôt, il s'est intéressé à tous ces problèmes rencontrés à travers les différents territoires ultramarins. Et l'objectif de cette audition, c'est justement de recadrer, puisque vous avez dans tous les territoires, nous avons en grande majorité de nouveaux exécutifs, et de pouvoir réactualiser ce rapport. Donc c'est l'objectif de cette réunion. Et comme vous l'avez dit, après, arriver par la discussion à construire, parce que ce n'est pas le Sénat qui fera le travail à votre place. Il appartiendra à chaque territoire de décider ce qu'ils ont envie, ce qu'ils veulent et pour leur territoire. Évidemment, le Sénat viendra en qualité d'accompagnateur et sera là pour porter la voix de tous les territoires dans le respect, je le rappelle, de chacun. Donc, je suis tout à fait favorable à échanger avec vous. Et puis, je recevrai avec plaisir les réponses aux questions de manière précise. D'accord, d'accord. Donc, je ne sais pas si, parce que je vous dis encore une fois, c'est une question de gestion de temps, comment on fait pour le gérer au mieux. Donc, je pourrais entamer les réponses par rapport au questionnaire que vous avez adressé. Simplement, je ne suis pas persuadé qu'on aura le temps de passer en revue toutes les questions. Donc, on essaiera d'aller dans l'ordre chronologique tel que cela nous avait été adressé. La première question était de savoir quel bilan on tire de l'organisation institutionnelle actuelle en Guyane, du point de vue de l'exercice démocratique, de l'efficacité de la conduite des politiques publiques et de l'adaptation de ces politiques aux réalités et besoins du territoire. Alors, moi, je vous dirais qu'on tire un bilan qui est mitigé, pour ne pas dire un bilan insatisfaisant. Certes, la collectivité territoriale de Guyane, telle qu'elle est conçue depuis la loi de 2011 et qui a été mise en place en 2016, a constitué une avancée réelle par rapport à la situation précédente, car elle a permis plus de moyens et une plus grande efficacité. Pour autant, on va revenir à la même question, les limites institutionnelles résultant notamment des normes et des obstacles institutionnels conjugués à la difficulté de trouver de nouveaux leviers financiers constituent des points forts de blocage. Et donc, c'est à partir de ce premier élément d'analyse que toutes les voies convergent pour dire qu'il faut arriver à lever ces normes qui ne sont pas conçues pour le territoire de la Guyane et qui ne prennent pas du tout en considération ce que sont nos réalités. La deuxième question, c'était avez-vous des exemples d'actions, de stratégies, de projets entravés ou bloqués par l'organisation institutionnelle et normative actuelle? Alors, des exemples, bon, il y en aura en pagaille. On nous en propose 2 ou 3 juste pour illustrer le propos. En commençant d'abord par l'impossibilité qui a été faite au territoire guyanais de pouvoir explorer les côtes du territoire pour la recherche des hydrocarbures. Tout ça pourquoi? Parce que la collectivité régionale avait la compétence pour délivrer les permis d'exploration. Et puis, il se trouve que juste après la loi Hulot, cette compétence est devenue caduque et empêche à la Guyane de regarder son destin en face. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur les côtes de l'Amérique du Sud, les voisins, les pays limitrophes sont en train de mener de très beaux travaux d'exploration des ressources pétrolières. Je pense notamment au Brésil, je pense au Suriname, je pense au Guyana, qui dans quelques années, le Guyana deviendra un pays extraordinairement développé parce qu'on y a trouvé une source intéressante, très intéressante d'hydrocarbures. Alors c'est vrai que on regarde ce que disent les accords de Paris pour aller vers la décarbonation, pour aller vers tout ce qui pourrait permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui prévaut en Guyane, c'est ce sentiment d'iniquité et d'injustice où les Guyanais se disent qu'à côté de chez eux, il y a des territoires qui vont pouvoir
se développer, qui vont pouvoir aller vers le plein emploi, qui vont pouvoir s'aménager, s'équiper durablement, et nous qui allons devoir rester éternellement avec cette politique de main tendue à continuer à quémander les quelques sous qui nous sont donnés par le national et par l'Europe. Et ça, c'est vraiment une situation qui pose problème. On a vu dernièrement toutes les difficultés que nous avons éprouvées à pouvoir implanter une centrale électrique du côté du Larivot à cause de lois sur l'environnement qui ont été mises en exergue par des associations de protection de l'environnement et qui ont entraîné des mesures de justice qui ont véritablement entravé le processus d'évolution de ce projet de construction d'une nouvelle centrale pour la production d'électricité. Et il se trouve que la Guyane a connu très récemment 2 ou 3 blackouts qui nous font penser que si on ne réagit pas très très rapidement pour trouver la réponse à cette question, on risquerait de vivre des situations extrêmement compliquées dans les années qui viennent. La question est aussi posée par rapport à notre capacité à nous approvisionner auprès de nos voisins en carburant, et qui fait que nous avons des carburants les plus chers sur le continent sud-américain, tout ça parce qu'il y a un certain nombre de normes, de lois qui entravent notre capacité à pouvoir avancer sereinement. Un autre point qui pose une situation bloquante très souvent, c'est le fait qu'on ne puisse pas disposer du foncier comme on l'aurait souhaité. Parce que vous savez que 90% du foncier est propriété de l'État. On n'a pas beaucoup de foncier aménagé et chaque fois que l'on s'oriente vers des projets de construction d'équipements structurants, c'est la loi et la manière qui entraînent toute une série de difficultés qui bloquent l'évolution du territoire. Je pourrais également citer la loi littorale qui s'applique de façon incohérente sur l'intégralité du territoire guyanais et qui pose de véritables contraintes en matière d'aménagement du territoire. Lorsqu'on a voulu, par exemple, installer une ISDND pour gérer les déchets ménagers de Guyane, et bien tout de suite, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce qu'on était confronté à la mise en application et au respect de la loi, mais qui n'ayant pas été conçu pour la configuration du territoire guyanais, pose un certain nombre de problèmes auxquels nous avons beaucoup de mal à trouver les justes réponses, pour ne vous citer par exemple que cela. Alors c'est vrai que lors de mes derniers passages sur certains médias, j'ai fait des points d'humour en expliquant qu'on nous obligeait à importer du bois de hêtre de l'Union européenne pour pouvoir procéder au boucanage de nos viandes, alors que cela fait des décennies, pour ne pas dire des siècles, que les Guyanais avaient l'habitude de boucaner leur viande avec le bois de Guyane, territoire couvert à 95% de forêt tropicale, de forêt primaire. C'est vraiment une espèce de paradoxe qui fait mal au cœur de savoir qu'on est obligé de faire venir du bois de l'Union européenne pour pouvoir confectionner, fabriquer nos viandes boucanées en Guyane. Et là, c'est encore une partie de l'économie de la Guyane qui se retrouve être mise à mal, simplement parce qu'on nous demande de respecter ces directives. Et je veux dire, ces quelques exemples sont là pour illustrer le propos que je tiens, que nous tenons lorsque nous disons que ces normes créent des situations de blocage que l'on devrait lever très très rapidement. La question suivante, c'est est-ce que nous souhaiterions exercer des compétences dans de nouveaux domaines, notamment des compétences normatives. À l'inverse, y a-t-il des compétences que vous souhaiteriez restituer à l'État, compte tenu soit de la difficulté à les exercer, soit du manque d'intérêt d'une gestion territoriale? Alors la réponse est oui, 3 fois oui et milliers de fois oui. Pour ce qui concerne la gestion de l'environnement, pour ce qui concerne la pêche, l'agriculture, l'énergie, la biodiversité, le sport, le transport, le logement, le bâtiment, les mines, les hydrocarbures, la fiscalité, les programmes scolaires. J'ai envie de vous mettre des points de suspension. Je vous transmettrai donc la réponse que je vous fais en ce moment par écrit. Mais c'est vous dire qu'à chaque fois que nous parcourons une thématique, nous voyons une foule de situations normées qui posent des contraintes et qui nous empêchent d'évoluer favorablement. Je l'avais dit pendant que j'étais député qu'il fallait que dans les études d'impact, que dans l'exposé des motifs, on soit en capacité de passer en revue les effets bénéfiques, mais aussi les effets contraignants de la mise en application des lois sur nos territoires. Les collègues députés m'avaient répondu que cela risquait d'alourdir considérablement les études d'impact
qui précède l'écriture de la loi, qui précède son analyse. Cela étant dit, je considère que si on ne peut pas le faire dans ce sens, il vaudrait mieux qu'on donne la possibilité à ces territoires d'outre-mer de pouvoir faire leurs propres lois pays. On va y revenir ultérieurement. Les lois pays qui passeraient naturellement par les fourches routines du Conseil constitutionnel, parce que l'objectif que nous recherchons, ce n'est pas du tout de couper le cordon ombilical, c'est de dire que notre République, à travers sa constitution, devrait se montrer un petit peu plus intelligente afin de nous permettre, dès le départ, de pouvoir rédiger les normes qui vont nous permettre de mieux répondre à nos aspirations, quitte à ce que ces normes soient revues, corrigées ou combattues par le Conseil constitutionnel dès lors où ce Conseil viendrait à se rendre compte que ces normes seraient contraires à l'esprit même de la République. S'il y a une compétence sur laquelle nous sommes en train de réfléchir et dont on pourrait demander la restitution, comme cela a été fait déjà pour le RSA antérieurement, avant qu'on arrive ici, c'est la compétence sur l'aide sociale à l'enfance, parce que plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que c'est un véritable sac de nœuds avec des obligations qui sont faites aux conseillers généraux et donc aux conseillers territoriaux que nous sommes en Guyane, peut-être pas forcément avec les moyens adaptés à la définition des politiques publiques en la matière. Donc c'est vraiment une question que nous sommes en train de nous poser. La décision, vous l'aurez compris, n'est pas encore prise, mais nous sommes véritablement sur cette interrogation de savoir comment les choses pourraient se passer différemment. Quelle appréciation portez-vous sur la prise en compte des spécificités ou des souhaits des Outre-mer lors de l'élaboration des lois et décrets? Quelle méthode permettrait de l'améliorer? Là-dessus, j'ai une appréciation qui est très réservée, puisque notre collectivité territoriale de Guyane est souvent consultée tardivement, mais il n'est quasiment jamais tenu compte de ces observations. À titre d'exemple, pour ceux qui concernent le code minier, je rappelle que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par son article 81, a autorisé le gouvernement à prendre des ordonnances pendant une période de 15 mois pour réformer le code minier. Par courrier du 4 mars 2022, le préfet de la région Guyane a, en application de l'article L71-52 6152-2 et suivant du Code général des collectivités, saisi comme il se doit la collectivité territoriale de plusieurs demandes d'avis. Cette demande concerne plusieurs ordonnances et décrets. L'avis de la CTG devait être émis avant le 4 avril 2022. Donc vous vous rendez compte que le courrier est daté du 4 mars 2022 et nous demande un avis quasiment avant un mois plus tard, le mois qui suit. C'était matériellement impossible pour nous de pouvoir prendre en considération cette question-là. Et donc, on a émis un avis, mais qui est arrivé, on a répondu le 30 mars dans les délais, petit temps dans l'oreillette, mais vous vous rendez bien compte qu'entre le courrier et puis l'avis rendu, mais c'est un vrai parcours du combattant. Alors, deux ordonnances, j'en parlais précédemment, intéressaient particulièrement la Guyane. C'est l'ordonnance relative aux fondements juridiques, aux objectifs du modèle minier français et aux conditions d'attribution des demandes des titres miniers. Vous allez vous rendre compte que bon, la Guyane, on est un peu dedans, le territoire minier par excellence, et l'ordonnance DROM. Alors, la CTG a adopté une délibération le 30 mars 2022 dans laquelle elle a émis des avis défavorables à plusieurs dispositions. Cependant, aucune des observations que la CTG a émises n'a été retenue. C'était un avis, donc finalement, pour la forme. On sait bien que la Guyane recèle de beaucoup de gisements d'or et sans doute d'hydrocarbures. Le nouveau code minier est tout simplement inadapté à la configuration de notre territoire et pourtant il va s'appliquer pendant les 5 prochaines années en Guyane avec les conséquences extrêmement désastreuses que l'on connaît. Donc c'est justement pour illustrer à quel point nos avis ne sont pas pris en considération dans la production de normes et de lois au niveau national et par voie de conséquence également au niveau européen. La question suivante, c'est est-ce que la Guyane est soumise au principe d'identité législative? Le passage au principe de spécialité législative serait-il souhaitable dans certains domaines? Si oui, lesquels? Là, je pense que je risque de faire une redite, puisque cela nous paraît plus que nécessaire.
c'est même indispensable à ce niveau de la réflexion. Et j'avais précédemment cité toute une série de thématiques qui, par ailleurs, je préfère vous le dire d'ores et déjà, feront l'objet de toutes les discussions qui auront lieu dans le cadre des travaux que nous allons entreprendre dans la co-construction avec le gouvernement pour aller vers l'évolution du cadre statutaire. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont les thématiques qui tournent autour de l'environnement, de la pêche, des programmes scolaires, de l'agriculture, de l'énergie. En réalité, c'est tout ce qui fait le quotidien de la politique guyanaise et tout ce qui fait le quotidien des habitants de ce territoire. Question numéro 6, quelle appréciation portez-vous sur les mécanismes qui permettent, en application des 3e et 4e alinéas de l'article 73 de la Constitution, de solliciter des habilitations à adapter les normes dans les domaines de compétences de l'État sont-ils fonctionnels? Alors, je vous ferai grâce de la lecture des alinéas 1 et 2 de l'article 73 de la Constitution et de tout ce qu'il prévoit. Mais moi, je vous dirais que ces dispositions peuvent être sollicitées en attendant l'évolution statutaire de la Guyane. Mais je rappelle que c'est un processus qui est très très long. On a eu l'occasion d'en parler, c'est un véritable parcours du combattant. Et là-dessus, nous considérons que ça ne peut pas être la solution à nos problèmes. En plus d'être un parcours du combattant, sauf si ces dispositions avaient été modifiées, mais on avait compris que les habilitations obtenues tombaient avec la fin de la mandature qui les avait portées, et que sur la mandature suivante, si on voulait encore bénéficier de ces habilitations, mais qu'il aurait fallu reprendre le processus au stade zéro, comme s'il ne s'était jamais réalisé, avec une alternance démocratique que l'on peut imaginer au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui pourrait conduire à un refus de leur délivrance à nouveau. Donc on se dit que là-dessus, c'était une très très belle idée en soi, mais dans la pratique, on se rend bien compte que c'est une idée qui ne peut pas être viable. Dans tous les cas, nous n'allons pas nous y attarder parce que, selon nous, ce n'est pas la solution recherchée par les territoires dont nous avons la responsabilité d'organisation. Concernant justement l'organisation des institutions et les règles de fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, vous demandiez est-ce qu'elles sont satisfaisantes? Avez-vous relevé des points de blocage, des dysfonctionnements ou des problèmes d'interprétation des textes? La création d'une collectivité unique a-t-elle été de nature à améliorer l'efficacité des politiques publiques? Alors, je le dis, nous le disons tous, que l'avènement de la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité unique, a constitué une avancée certaine, mais le manque de moyens et la dépendance encore trop forte à l'égard de l'État et dans le rapport à l'État constituent des points de blocage. Alors, cependant, j'ai envie de dire que, contrairement à la Martinique, ce cadre institutionnel n'a pas créé de blocage particulier, je dirais même qu'il n'a pas créé de blocage du tout, puisque le continuum de compétences qui a été créé lorsqu'on a fait le RACT, on a mis côte à côte les lycées et les collèges qui étaient répartis entre la région et le département d'une part, quand on a rapproché les cours des routes, quand on a rapproché le développement économique de la protection sociale, de dire que ce continuum de compétences créées n'a pas été toxique en soi, mais il faut reconnaître que le manque de moyens pour gérer ces différentes additions sectorielles est véritablement un frein, et c'est une question qui est vraiment lancinante, que ce manque de moyens ne nous permet pas de répondre correctement aux attentes de la population. La question numéro 8 concerne la prise en compte des populations amérindiennes des Bushinégé. Est-ce que cette prise en compte est suffisante? Faut-il aller plus loin? Si oui, cela peut-il se faire dans le cadre statutaire actuel de l'article 73 de la Constitution? Alors, nous avons envie de dire qu'à droit constant, nous allons pouvoir continuer dans le renforcement du rôle du Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et Bushinégé d'une part, et nous allons pouvoir aussi continuer dans les travaux de mise en place de l'établissement public de coopération culturelle et environnementale qui a été créé pour organiser la rétrocession des 400 000 hectares de terre, qui est une question qui avait été fondamentale dans le cadre des accords de Guyane qui ont été signés en avril 2021. La question des APA, l'accès et le partage des avantages tirés de la biodiversité, peut, selon nous, être également
réglés dans le cadre actuel. En revanche, aller plus loin et créer le Sénat coutumier, certainement va nécessiter de sortir du cadre institutionnel actuel, parce que ça va faire appel à d'autres définitions de compétences. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que ce n'est pas la priorité exprimée ni par le Grand Conseil coutumier, ni par les membres de l'établissement public de coopération que nous sommes en train de mettre en place. Mais s'il s'avérait dans un avenir proche que cela soit nécessaire, nous ne manquerons pas, bien évidemment, de faire appel à qui de droit pour que cette question soit placée au cœur de nos préoccupations. Tout ça pour dire que l'évolution statutaire de la Guyane, selon nous, selon les élus de Guyane, est désormais inéluctable, car les défis internes que nous ne cessons de rappeler depuis le début de cet entretien sont vraiment prégnants. Ce sont des défis qui s'opposent à nous au niveau régional, au niveau international, dans le cadre des relations de coopération que nous devons avoir avec les pays voisins. On évoque souvent le défi climatique qui va s'opposer à la terre entière et dont la Guyane fait naturellement partie. Les défis migratoires également, parce que vous savez que la Guyane, depuis des décennies, est touchée de plein fouet par une crise migratoire dont nous ne voyons pas très bien à quel moment cela va cesser. Et tout ça, bien évidemment, s'accompagne de défis économiques d'une ampleur, j'ai presque envie de dire, inégalée jusqu'à ce jour. C'est la raison pour laquelle nous considérons que nous devons anticiper. Mais dans l'anticipation, il faut que nous soyons parfaitement entendus par le gouvernement. Il nous faut agir très très vite pour nous adapter en permanence à cet environnement amazonien qui peut être porteur de tous les espoirs, mais dont on a vu aussi qui peut être porteur de tous les dangers. Et je pense notamment au phénomène de criminalité qui sévit sur le territoire, la circulation des armes à feu qui viennent du continent sud-américain, la circulation des drogues qui transitent par la Guyane et cette circulation qui fait de nous aujourd'hui un pays qui est vu comme étant un grand pourvoyeur de produits stupéfiants, alors que ces produits ne font que transiter par le territoire guyanais avant que de prendre l'avion vers l'Hexagone. Donc ce sont des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. On a beaucoup parlé du défi climatique, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Celle-là qui prétend que effectivement la Guyane risque de subir, comme le monde entier, de toutes les conséquences négatives du réchauffement climatique. Et puis une autre école qui prétend qu'au contraire, le plateau des Guyanes pourrait être un véritable refuge climatique pour la Terre. Et donc cela veut dire que dans ce cas d'espèce, la Guyane devrait s'attendre à voir affluer sur ses côtes un nombre très important de réfugiés climatiques pour lesquels aujourd'hui nous ne sommes pas prêts du tout. Donc cela veut dire que dans le travail d'anticipation qui doit être le nôtre, il nous faut mettre ça dans l'escarcelle des questions que nous nous posons pour voir comment nous serons en capacité de répondre favorablement à cette demande. Concernant le rôle de l'État, c'est la question numéro 9. Comment jugez-vous le rôle et l'accompagnement de l'État pour exercer vos compétences? Alors, c'est le sujet, c'est le principal sujet de discussion que nous avons depuis quelque temps avec le ministère des Outre-mer et que nous allons continuer à approfondir dans les mois qui viennent, puisque travailler sur la question de l'évolution statutaire de la Guyane ne doit pas du tout nous exonérer de travailler à l'amélioration du cadre financier et notamment de travailler à la suite de la perspective pluriannuelle dans le cadre de cette contractualisation qui a été mise en place entre la collectivité territoriale de Guyane et l'État. L'État qui aujourd'hui a un langage qui, selon nous, n'est pas assez clair sur l'appui qu'il entend effectivement porter dans le cadre du prochain contrat de convergence et de transformation du territoire pour tout ce qui concerne l'aménagement du territoire et notamment les infrastructures routières. Vous savez que la Guyane, c'est un territoire de 84 000 km², vaste comme le Portugal, avec des communes qui sont très éloignées de la bande littorale où se trouve Cayenne, la ville capitale, des communes qui ne sont accessibles que par les airs, soit l'hélicoptère, soit l'avion, ou alors par les voies fluviales. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, vous avez la commune de Maripasoula qui se trouve sur le fleuve Maroni, qui nous sépare du Suriname. C'est une commune qui est également enclavée et où les habitants, portés par un collectif, organisent des manifestations de blocage. Les avions ne peuvent pas atterrir depuis plus de 3 semaines
Et c'est vraiment parce que les habitants demandent à être mieux pris en charge, ils demandent à ce que leur commune soit davantage désenclavée. Il faut quand même savoir que la Guyane souffre de ce désenclavement qui est historique. Ça fait plus de 400 ans que l'État français vit sur le territoire guyanais et il n'a produit environ que 400 kilomètres de route seulement. Donc il y a là une vraie problématique concernant les infrastructures routières qui devraient être prises en charge à la fois par la collectivité et par l'État. Et il faudrait véritablement que dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, l'État puisse se positionner différemment que ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Sur la déconcentration, de savoir est-ce qu'elle permet suffisamment à l'État territorial d'adapter ses propres politiques dans ces domaines de compétences au contexte local, institutionnel, juridique, économique, social, culturel. Vous me demandiez de citer quelques exemples. Mais pour aller à l'essentiel et pour aller vite, je souhaiterais citer deux exemples. C'est un, le réseau routier et deux, c'est la lutte anti-vectorielle. Concernant le réseau routier, ou comme c'est le cas dans l'Hexagone, l'État confie à la région la compétence, mais garde les axes stratégiques. Sauf que c'est souvent le réseau territorial dont nous avons la responsabilité, qui trop souvent sert de route de secours aux axes qui ont la caractéristique de route nationale. C'est un vrai scandale, parce que nous avons des routes nationales qui ne ressemblent qu'à des chemins vicinaux ou à des chemins communaux sur d'autres parties du territoire national. Et donc, on nous demande de faire des efforts. Nous contribuons à notre façon à entretenir le réseau de routes départementales qui sont donc devenues des routes territoriales. Mais à côté de ça, le réseau national qui souffre d'une situation extrêmement dégradée n'est pas suffisamment, n'est pas du tout correctement prise en considération par les services de l'État, donc qui ont fait des fois des transferts de compétences, mais sans faire les transferts de moyens qui vont avec, et ça, on ne peut que le regretter. Concernant le deuxième point que je voulais citer en exemple, c'est la lutte anti-vectorielle. Il y a une loi récente qui entend tirer les conséquences d'une gestion, d'une répartition hasardeuse des compétences. Et aujourd'hui, notre ARS cherche à garder des crédits qui normalement auraient dû être ventilés différemment pour financer ses propres politiques publiques et ne pas être en capacité de pouvoir les mettre au service de la lutte antivectorielle qui est dévolue à la CTG, créer également un hiatus à ce niveau. Donc nous sommes en discussion avec notre ARS pour voir comment on peut arriver à tirer les conclusions permettant d'aller vers une meilleure gestion de ces crédits au bénéfice du territoire. La révision, les révisions, oui, c'est la révision des articles 73 et 74 de la Constitution. Aller vers une fusion de ces deux articles, ouvrant la voie à des statuts sur mesure et à la fin de la dichotomie historique d'OMCOM, quel garde-fou devrait figurer compte tenu de notre vision de l'avenir institutionnel de la Guyane. Alors, je voudrais simplement dire que ces cadres juridiques, et l'article 73 et l'article 74, pour les territoires qui les ont exercés, ont montré tout simplement leurs limites. Et nous pensons que leur fusion ne permettra pas nécessairement de lever ces limites. Je crois que plusieurs territoires d'outre-mer ont déjà dépassé ces cadres, même s'ils y ont été rattachés faute d'autres cadres juridiques. Ce sont des expériences qui ont débouché sur des conclusions plus ou moins heureuses. Et je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de permettre que chaque territoire soit en capacité de créer le cadre institutionnel qui tienne compte de la différenciation nécessaire entre les Outre-mer et l'Hexagone. C'est véritablement l'objet du débat sur lequel nous nous sommes lancés avec le gouvernement. Mais effectivement, il est important de ne pas oublier que la fin du cadre 73-74 ne signifie pas la fin du statut de région ultrapériphérique ou du statut de pays d'outre-mer. C'est le principal garde-fou auquel nous pensons, car aujourd'hui, les normes communautaires sont beaucoup plus nombreuses que les normes nationales. Et il faut savoir aussi que les crédits communautaires sont déterminants dans le cadre de la mise en application des différentes politiques publiques auxquelles nous participons. Donc il est important que
ce garde-fou soit bien mis en place, que ce n'est pas parce qu'on irait vers autre chose que ces deux articles, j'ai envie de dire, historiques, que sont le 73 et le 74, que cela devrait conduire à l'abrogation de ces statuts de rue de PTOM, mais je crois que les échanges que nous avons eus avec les différents ministres ont parfaitement montré qu'ils sont vraiment sensibles à cette question et que tout sera mis en place pour éviter justement ce qui pourrait être rapidement un véritable accident de parcours, une véritable catastrophe dont nos territoires pourraient avoir beaucoup de mal à se relever. Sur la différenciation entre les notions, sur les différences entre les notions de différenciation et de responsabilisation, je crois que je ne suis pas forcément le plus à même de faire un cours de droit sur cette question-là, mais je vais vous envoyer également par écrit les propositions qui m'ont été faites par le cabinet qui m'accompagne et qui rappellent, selon la Constitution, les différences qui sont prévues dans le droit entre la différenciation, la notion de responsabilisation et la notion d'autonomie. Mais on l'a dit et répété, je pense que c'est l'élément crucial sur lequel nous allons travailler dans les semaines et dans les mois qui viennent. L'autonomie, c'est vraiment, selon nous, la capacité à se forger ses propres lois, ses propres règles et ses propres valeurs. Je crois que là-dessus, tout le monde chez nous est d'accord pour se dire que c'est la direction qu'il faut prendre. C'est d'ailleurs la définition qu'on donne de Gérard Cornu dans son vocabulaire juridique et on veut vraiment se raccrocher à cette définition en disant que la Guyane a vraiment besoin de plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'elle a vraiment besoin de décider de ses propres lois pays dans certaines matières, autres bien sûr que celles qui sont dévolues à l'État. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir trois types de sources législatives et réglementaires. Les sources qui concernent des matières dévolues à l'État, qui naturellement resteraient dans le giron de l'État, les sources des matières qui sont partagées entre l'État et la Guyane, donc un échange d'avis entre les deux, et puis les sources qui seraient pour les matières propres, qu'on appellerait des lois pays, qui seraient tout naturellement de la responsabilité de l'Assemblée de Guyane. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit, Madame la Vice-présidente, on vous les enverra par courrier pour que vous ayez une lecture très précise de la façon dont les choses ont été entendues chez nous. Qu'attendez-vous d'une inscription de la Guyane dans la Constitution en tant que collectivité territoriale autonome à statut particulier, comme cela a été exprimé par le Congrès du 26 mars 2022, le statut à la carte dans le cadre de l'article 74 ou un article issu de la fusion d'articles 73-74 ne répondrait-il pas à vos objectifs? Alors nous pensons que le statut sujet des risques, le statut sur mesure, serait tout à fait capable de répondre à nos problématiques et constituer un levier pour notre développement économique et social. Je crois que c'est ce que nous disons, c'est ce que nous ne cessons de répéter depuis de très très nombreuses années. Beaucoup de présidents de la République qui étaient de passage en Guyane ont eu l'occasion également de dire à quel point ils considéraient que la configuration de la Guyane, que son éloignement de France hexagonale, que ces caractéristiques en propre font que ce territoire devrait pouvoir bénéficier d'un statut qui lui ressemble, qui soit raccroché à ces vérités, le statut d'autonomie qui permettrait effectivement de rédiger ces lois pays. On l'a dit, on l'a répété, et on a vraiment à chaque fois le sentiment d'une grande frilosité de la part de nos différents gouvernements successifs à pouvoir accorder une oreille attentive à cette revendication. Et donc, je me dis pourquoi ne pas profiter de cette belle opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour qu'avec vous, la délégation sénatoriale aux Outre-mer, mais avec aussi celle de l'Assemblée nationale, prendre le temps de faire une pédagogie qui soit plus adaptée, qui soit plus appropriée, plus approfondie, pour que cette fois que le pourtant soit mieux entendu par Paris. Question 14. Estimez-vous que le statut européen de région ultrapériphérique pourrait être fragilisé par une évolution des compétences ou du pouvoir normatif de la Guyane? Excusez-nous, on ne vous entend plus.
Vous nous entendez? Mais... On essaie. Ça marche, on essaie. 1, 2, 3. Ah, maintenant c'est revenu. Je pense que c'est parce que j'ai trop parlé et que mon temps de parole était raison de la couper. Et c'est pas vous que je parlais de la technique. Sur le statut de RUP, alors je disais que nous n'avons aucune crainte par rapport à cela. On se base bien évidemment sur le statut des régions espagnoles ou portugaises qui sont dotées d'une très très forte autonomie, qui n'ont pas pour autant perdu leur statut de région ultra-périphérique de l'Union européenne, même si nous pensons que cela pose des contraintes différentes en fonction des territoires. On a beaucoup évoqué la question du carburant, par exemple, ou la question concernant la trajectoire de décarbonation de l'économie. Ce sont des questions qui ont été à l'ordre du jour des débats que nous avons eus dernièrement et qui vont certainement nécessiter qu'une approche différenciée soit mise en œuvre. Mais globalement, il n'y a aucune crainte, si l'intelligence prévaut en toutes circonstances, que ce statut de RUP ne soit écorné par l'évolution du cadre statutaire dans le cadre du schéma national que nous souhaitons écrire. 15. La population adhère-t-elle à la perspective d'une évolution des institutions ou à une extension des compétences, une possible révision constitutionnelle suscite-t-elle des inquiétudes ou des espoirs? Alors, mon travail en tant que président de la CPG sera bien évidemment d'apporter les réponses aux inquiétudes réelles ou supposées de la population. Et je reconnais que pour la première fois en Guyane, le consensus entre les élus, la population civile, les différents corps constitués semble se dessiner. Donc, on est plutôt serein par rapport à cette problématique. Alors, bien évidemment qu'on s'est doté d'une cellule communication qui aura pour mission d'aller sur le terrain pour faire le travail d'explication pour que la population, que les électeurs soient au mieux de leur capacité de compréhension du processus que nous avons entamé. Et donc, nous considérons que si le travail d'information et de communication est correctement réalisé, il n'y a pas de raison pour que la population s'y oppose, contrairement à ce que nous espérions lors des consultations populaires du mois de janvier 2010. La question 16, c'est un amendement direct inspiré des travaux de Michel Magras, avait été présenté lors de l'examen de proposition de la constitutionnelle, etc. Je ne vois pas la question. Alors, que pensez-vous de la rédaction? Alors, moi, je ne vais pas porter de jugement sur la qualité du travail qui avait été réalisé par mon ami Michel Magras, parce que je considérais que cet amendement constituait une excellente base de travail, parce qu'il était appuyé sur le principe de la différenciation. La difficulté que nous avons relevée, selon nous, sauf si on en a fait une mauvaise lecture, et vous nous le pardonnerez si c'était le cas, c'est qu'il ne disait pas grand-chose sur les transferts des moyens humains et des moyens financiers. D'ailleurs, nous avons relevé que, c'était volontairement que le questionnement actuel ne pose pas d'interrogation sur la question des financements, mais nous sommes convaincus que ça sera, je veux dire, un élément essentiel du travail que nous allons devoir réaliser pour permettre à notre territoire d'évoluer dans la direction de l'autonomie. Donc, pour ainsi dire, le principe de cet amendement constitue selon nous une très bonne base de travail, mais il faut le faire évoluer vers une contractualisation entre l'État et les différents pays d'outre-mer. En parlant d'aspect financier, nous sommes en
discussion avec l'IGF et l'IGA pour voir comment on va pouvoir réformer la fiscalité de la CTG. Ça pourrait avoir une continuation en direction de l'évolution statutaire de la nouvelle fiscalité qui pourrait s'appliquer à notre territoire, dans la mesure où c'est un élément fondamental qui devrait, s'il est correctement pris en considération, nous permettre de mieux répondre aux aspirations de la population, parce que s'il y a une question qui peut faire débat, c'est comment on va financer les nouvelles compétences qui seront dévolues à la Guyane dans le cadre de ce nouveau statut. Parce que nous savons pertinemment que de tout temps, l'État a toujours eu le chic de faire le transfert de compétences quand cela l'intéressait, mais n'opérait jamais le transfert des moyens financiers qui devaient accompagner. Donc nous allons être extrêmement vigilants sur cette question. Il y a des voix en Guyane qui s'élèvent pour dire qu'on pourrait taxer différemment l'activité du spatial. Alors je dis bien des voix, ce n'est pas la voix du président de la CTG, ce n'est pas non plus la voix portée par l'Assemblée territoriale, puisque cette question n'a pas encore été mise sur la table. Mais on vous le dit comme ça pour que vous le sachiez. Il y a des voix aussi qui s'élèvent pour que la Guyane puisse récupérer une partie de tout l'argent qui est brassé sur le marché des quotas carbone, puisque nos 84 000 km² de forêt tropicale guyanaise certainement doivent apporter dans l'escarcelle française une part non appréciable des moyens financiers sur le marché international des quotas carbone. Donc c'est une question qui est aussi posée. J'avais aussi interrogé l'État à l'époque pour savoir si les recettes issues de l'or saisi sur les sites illégaux d'orpaillage en Guyane ne pouvaient pas retomber dans l'escarcelle des communes isolées et qui sont les plus lourdement négativement impactées par l'activité d'orpaillage légal. Il nous avait été dit que cela n'était pas possible. Donc c'est un combat que nous allons continuer, parce que là également on se rend compte que ce sont des recettes supplémentaires qui pourraient utilement accompagner le développement et l'aménagement de certaines parties du territoire guyanais. Donc voilà, on n'est pas au bout de la réflexion, mais il est évident qu'il va nous falloir trouver les voies et moyens dans le cadre juridique qui nous est imparti pour améliorer de façon très sensible nos niveaux de ressources financières. Alors, il y a aussi les poissons, le fait-on remarquer, parce que je parlais de l'orpaillage illégal, mais on pourrait aussi parler de la pêche illégale qui pille les ressources halieutiques de la Guyane. Alors souvent, le poisson qui est saisi sur les tapouilles brésiliennes ou des tapouilles qui viennent du Guyana, ce poisson est rejeté à la mer parce qu'il ne serait pas conservé dans des conditions conformes aux exigences européennes. À titre d'exemple, on m'annonce que c'est 12 tonnes. 12 tonnes de poissons ont été rejetés à la mer hier. Nous sommes persuadés que ce sont des produits que l'on pourrait récupérer et les introduire dans des cycles de transformation, pas nécessairement pour la consommation humaine, mais pour la production de farines animales ou autre chose. Moi, je ne sais pas, il y a comme ça des solutions auxquelles on pourrait réfléchir et qui certainement pourraient permettre à la Guyane de pouvoir évoluer favorablement sur ce type de questions. Voilà, je suis désolé si je n'ai pas respecté le temps que vous m'aviez imparti au départ. Je vais terminer, Madame la Vice-Présidente. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'était vraiment très, très éclairant, votre exposé. Je reviendrai juste sur la question des transferts financiers. Vous seriez donc favorable à ce que la Constitution précise l'obligation de contractualisation avec l'État pour accompagner ces transferts de compétences? Tout à fait, puisqu'on ne peut pas imaginer que l'État chercherait à se débarrasser de certaines compétences qui seraient devenues des fardeaux. On a un signal qui nous dit que la batterie est faible. Demander au technicien de voir comment brancher l'ordinateur. Donc, c'est vrai que je l'ai dit précédemment, il n'y a pas si longtemps, que par moment, les transferts de compétences ne se sont pas accompagnés des transferts des moyens qui devaient aller avec, ou alors le transfert des moyens s'est fait à un instant T, alors qu'on s'est bien rendu compte que dans la foulée, les moyens allaient en s'accroissant, puisqu'ils étaient
précieusement indexé sur la courbe d'évolution de la population. Et là-dessus, on se dit que oui, il faut que dans la rédaction qui sera mise en œuvre, cette question soit posée et qu'on s'accorde à trouver une réponse de rédaction qui soit conforme à nos attentes et au développement de nos territoires respectifs. Pourriez-vous repréciser, s'il vous plaît, si vous souhaitez toujours que la Guyane ait son titre propre dans la Constitution comme la Nouvelle-Calédonie, ou bien un statut à la carte dans le cadre de l'article 74 comme la Polynésie, suffit-il? Alors, je vais faire une synthèse de ces deux idées parce que nous avions dit qu'il nous faut un statut à la carte. On ne veut pas être dans un cadre généraliste où on mettrait tout le monde et puis en disant que chacun va pouvoir faire sa petite cuisine interne. Nous considérons à l'aune de ce qui s'est passé depuis quelques décennies, que la Guyane doit pouvoir être inscrite dans la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle il y a une résolution du Congrès du 26 mars qui dit très explicitement que nous souhaiterions que la Guyane fasse l'objet d'une inscription à l'intérieur de titre 12 bis de la Constitution qui lui serait exclusivement dédié. C'est la formulation que nous avions retenue pour exprimer ce vœu. Et c'est la base sur laquelle nous allons continuer à travailler avec le gouvernement dans le processus de co-construction que nous avons démarré il y a passé la semaine dernière avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et le ministre M. Jean-François Carenco. Je terminerai juste par une information concernant les RUP et les PTOM. Saint-Barthélemy et Saint-Martin, par exemple, sont deux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Pourtant, l'une l'une a le statut de PTOM et l'autre a le statut de région ultrapériphérique. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir un statut au titre national et un statut particulier au titre de l'Union européenne. Tout à fait, on en a discuté amplement avec le président de la collectivité de Saint-Martin, M. Hilton, qui nous expliquait les facilités dont il bénéficie de par son statut très spécifique, très particulier. Mais en même temps, ce que je lui disais, c'est que la Guyane, également étant si particulière, n'étant pas assimilable à une autre de ces régions territoires d'outre-mer, que nous souhaiterions véritablement être en capacité de mener la réflexion, de mener une réflexion qui nous soit propre, au cours de laquelle on va mettre sur la table ce que nous sommes réellement, pour expliciter auprès du gouvernement la nécessité que nous soyons entendus sur une base qui soit conforme à nos attentes, qui s'inspirerait bien évidemment de ce qu'ont réussi à réaliser les autres territoires, aussi bien les PTOM, les RUP de France en particulier, que je le citais précédemment, les régions ultrapériphériques du Portugal, de l'Espagne également. Je suis même allé voir comment fonctionnait la Sardaigne, puisque je me dis que la Sardaigne est un territoire dans le pays dont personne n'entend parler. On se demande même est-ce que la Sardaigne ne fait partie du monde. Tellement personne n'en entend parler, et on s'est dit que ceci. On ne vous entend plus à nouveau. Désolé. Regarder, faire. Vous avez sûrement quelques problèmes de réseau, c'est assuré. Vous nous entendez? On ne les entend plus. Ah, vous nous entendez. Moi, on ne vous entend pas non plus. Oh, mais
en Metz. Bon. On peut, vous pouvez leur écrire un message. Nous sommes vraiment navrés, mais je crois que là, il y a un gros problème de son. Oui, nous aussi, on ne vous entend pas. Ah, on vous entend. Vous nous entendez? Oui, on vous entend, oui. Voilà. Bon. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Ah, c'est rétabli. Vous pouvez parler, s'il vous plaît, madame? Vous m'entendez? Très bien, merci. Super. Donc, Monsieur le Président, je suis navrée, on ne vous a pas entendu, on n'a pas entendu la fin de votre propos, si vous voulez reprendre, et puis nous clôturons ensuite. Alors, j'étais en train de conclure. J'étais en train de dire que nous avons l'intention de nous rapprocher de certains territoires pour voir comment les choses se passent chez eux. Et j'étais en train de citer la Nouvelle-Calédonie, mais la Polynésie française, la Corse, la Sardaigne également. Mais je pense que rien ne nous empêche de nous rapprocher de Saint-Barthélemy et de la Nouvelle-Calédonie aussi. Je pense qu'on aurait beaucoup de beaux enseignements à tirer du fonctionnement institutionnel de ces différents territoires. Voilà. Tout est terminé. Je vous remercie infiniment. C'était vraiment, nous avons vraiment appris énormément de choses avec vous sur la Guyane et nous espérons poursuivre ce travail en collaboration avec vous. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. On vous fera parvenir le verbatim de ce que j'ai dit aujourd'hui, l'essentiel en tout cas, parce qu'il y a des éléments que j'ai tenus qui n'étaient pas sur ma petite feuille de préparation, mais on va vous faire parvenir l'essentiel de ce qui a été traduit. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage dans la suite de votre mission. J'espère que cela aboutira favorablement à ce que le gouvernement arrive à comprendre les attentes de nos différents territoires pour que les réponses espérées par la population soient tout à fait au rendez-vous. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir à tous.